Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Avant d'évoquer les raisons de votre séjour ici aux États-Unis, l'actualité, c'est bien évidemment la mort de l'ambassadeur américain en Libye suite à une violente manifestation. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est l'indignation devant cet événement malheureux qui nous montre que nous avons encore du chemin à parcourir dans la recherche de la tolérance entre les différentes communautés en présence. Il y a des comportements effectivement très dangereux qui peuvent créer le désarroi dans nos sociétés. Nous avons effectivement pris connaissance de cet incident très malheureux qui est intervenu à Benghazi, d'une extrême violence. Nous souhaitons que le peuple américain puisse surmonter cette épreuve, une épreuve de plus, et nous pensons qu'il sera capable de le faire. Certains parlent déjà de contre-printemps arabe. Quel est votre avis? Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un contre-printemps arabe. Il s'agit plutôt, de mon point de vue, d'un épiphénomène qui va passer. L'important, c'est qu'il soit effectivement géré dans les meilleures conditions de tolérance et d'une bonne vision qui est celle des États-Unis, qui a toujours été celle des États-Unis, pour ne pas lui donner l'ampleur qu'il n'a pas. Et l'autre actualité dans la région, c'est bien évidemment la crise dans le nord du Mali. Qu'attendez-vous du sommet à Abidjan? Bien, nous attendons certainement des progrès dans la recherche de la solution au problème malien. Comme vous le savez, la CEDEAO déploie d'énormes efforts en relation avec l'Union africaine et les Nations unies. Nous pensons être dans une phase assez décisive pour permettre effectivement au gouvernement malien, engagé dans la transition qui démarre effectivement de notre point de vue, de pouvoir assumer réellement, véritablement son rôle. Il s'agit de le mettre en condition pour prendre en charge l'avenir du Mali. Nous avons certainement la situation au nord qui constitue une grande préoccupation, mais j'ai comme l'impression que désormais tout doit se focaliser sur Bamako afin d'aider le gouvernement malien à se structurer, à se mettre en place pour être en condition et en vue de prendre en charge effectivement sa gouvernance, la gouvernance du Mali. Et c'est en cela que les États voisins, les États membres de la CEDEAO ont une grande responsabilité pour appuyer ce pays membre de la CEDEAO, l'amener à effectivement prendre cette question désormais avec toutes les capacités que cela requiert. Et l'appui de la CEDEAO, l'appui de la communauté internationale est tout à fait requis à cet égard. Et je pense que le Mali vient de faire expressément la demande, ce qui était attendu déjà depuis un certain temps. Maintenant, c'est chose faite. Il y a la volonté des autorités politiques maliennes pour effectivement aller dans le sens voulu par la communauté internationale. Comment décririez-vous la situation actuelle dans le nord du Mali où les groupes armés opèrent? Oui, les groupes, il y a une situation effectivement complexe au nord du Mali. Il s'est créé cette situation où vous avez un certain nombre de forces en présence, des groupes armés, une rébellion qui a comme revendication, comme en tout cas comme revendication, la partition
du Mali, c'est-à-dire créer un État indépendant à l'intérieur du Mali. Et puis, des activités de trafic qui se déroulent dans cette zone. Tout ceci, évidemment, avec un activisme religieux également, sur un fond d'activisme religieux qui a pris place, où il y a effectivement nécessité d'opérer la distinction entre ces différentes forces, entre ces différents intérêts, groupes d'intérêts qui sont en présence. Et il y a lieu, à mon avis, d'aider le gouvernement malien à retrouver son unité, à retrouver son intégrité territoriale et instaurer la sérénité à l'intérieur de ses frontières. Les pays du champ, les pays qui l'entourent, ont tout intérêt effectivement à ce que cela se réalise dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. C'est pourquoi nous œuvrons aux côtés du médiateur de la CEDEAO pour permettre effectivement, dans un premier temps, dans le dialogue, arriver à créer les conditions d'une sérénité, d'une paix. Ce sera seulement à défaut de ce dialogue, à défaut de ce consensus, qu'une intervention des forces sera nécessaire. Mais pour l'instant, il s'agit essentiellement d'aider le Mali à reconstituer l'État, le pouvoir public au Mali. Depuis le début de cette crise au Mali, Niamey s'est toujours montré confiant concernant la question touareg à l'intérieur de ses frontières. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Niamey est confiant en ce sens que Niamey a l'expérience de cette situation où vous avez des groupes qui, de manière récurrente, revendiquent un certain nombre d'avantages ou de situations ou de statuts qui font que nous considérons que tout cela est une question de gouvernance, une question de gestion du pouvoir. Et il s'agit, dans la plupart des cas, d'être en mesure, d'être capable d'écouter ces différentes opinions, d'écouter ces différents groupes et d'accéder, dans la mesure du possible, à un certain nombre de revendications qui pourraient être légitimes dans le sens du développement, dans le sens de la prise en compte de leurs conditions de vie. Parce que vous savez que nous sommes là dans un espace très hostile, dans un espace particulier où la pauvreté, le manque d'emploi peuvent conduire à tous les extrémismes, peuvent conduire effectivement à des actes de désespoir. Et souvent, c'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque on ne traite pas cela avec l'attention qu'il faut, lorsqu'on ne traite pas, qu'on considère qu'il s'agit d'une agression interne, on se trompe souvent de combat. Mais je sais qu'au Mali, il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit également d'une agression externe, extérieure. Parce que nous avons là en présence quand même un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec le Mali. Et là, il s'agit, à mon avis, de mener toutes les actions dans le discernement pour qu'il n'y ait pas une intervention qui puisse avoir des effets indésirables sur toute la région. Donc la question touareg est totalement résolue au Niger. L'histoire ne se répétera pas compte tenu de l'histoire de la région et de souvent la contagion entre les deux pays. Quand il y a une révolution et quand il y a une rébellion touareg, généralement de l'autre côté de la frontière, généralement il y a contagion. Je ne pense pas qu'on puisse parler de contagion, comme s'il s'agissait d'une maladie. Je pense qu'il s'agit à l'intérieur de chaque État d'un certain nombre de réalités qu'il s'agit de gérer au mieux des intérêts des différentes parties. Lorsque les conditions sont réunies effectivement dans les deux pays, il peut y avoir ce que vous appelez contagion. Il
peut y avoir donc des situations similaires qui vont se présenter parce qu'il s'agit des mêmes populations, il s'agit des mêmes réalités. Mais dans la gestion des comportements, il est possible, à mon avis, d'éviter les écueils que nous avons connus. Nous avons connu effectivement des moments d'incompréhension. Et je pense que des leçons ont été tirées de part et d'autre. Nous sommes en train de mettre en place des espaces de compréhension désormais qui permettent notamment à la jeunesse de pouvoir espérer se réaliser dans leur pays. Il s'agit de les amener à construire leur nation et non pas de la détruire. Il s'agit de les amener à travers des actions de réinsertion socio-économique, de pouvoir effectivement se mettre à l'œuvre de construction nationale. Et aujourd'hui, je dois vous affirmer qu'au Niger, nous sommes engagés dans une action à laquelle nous croyons fermement, celle de faire le lien fort entre la paix, la sécurité et le développement. Et c'est ainsi que nous avons tout un programme, une stratégie qui a été conçue dans le sens d'amener justement ces couches qui sont exposées à ce phénomène d'insécurité et à comprendre, à bénéficier d'un certain nombre de facilités, un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre d'actions de développement qui pourraient justement les amener à s'investir mieux dans l'action du développement, dans l'action de construction de leur pays. Et parce que nous avons effectivement constaté, nous avons eu la malheureuse expérience de voir qu'à chaque fois, ces questions récurrentes de rébellion ont ramené ces communautés un peu plus en arrière. Elles les ont tirées plutôt par le bas. À chaque fois, il a fallu plusieurs années d'efforts pour ramener un peu à niveau ces régions qui sont exposées déjà aux aléas de la nature, d'une nature hostile, qui est le Sahel et le Sahara. Et compte tenu de la grande insécurité dans la région, notamment depuis la fin du conflit libyen et tous les groupes armés qui opèrent, vous le disiez, dans le Sahel, l'armée nigérienne a-t-elle les capacités de faire face à cette menace? L'armée nigérienne est formée, elle a toutes les capacités humaines pour faire face à la situation. Toutefois, il est vrai que nous avons encore certainement des besoins en termes d'équipement. Vous avez un territoire très vaste, un territoire saharien, un territoire désertique, où les moyens humains seuls ne suffisent pas. Il faut des moyens techniques performants. Et je pense que l'État du Niger est en train de faire tout, justement, pour équiper nos forces de défense et de sécurité, pour leur permettre de réaliser leur mission. Je pense que nous sommes en condition. Nous pouvons considérer que le Niger, en tout cas, a la maîtrise de ses effectifs, de ses moyens, de son dispositif pour pouvoir répondre à toute éventualité. Et plus de 2 ans après l'enlèvement des Français sur le site d'Arlit, est-ce que vous avez toujours espoir d'obtenir une libération? La libération peut intervenir à tout moment, mais toutefois, il se trouve que ces otages sont aujourd'hui dans ce même territoire malien qui est en prise avec la situation que nous connaissons tous. Donc il s'avère certainement difficile de vous dire dans quelle mesure la libération pourrait intervenir et à quel moment. Tout dépend de mon point de vue des efforts qui sont en train d'être faits actuellement pour arriver justement à un dénouement heureux de cette situation. Mais je ne pourrais pas à l'instant vous dire dans quelles conditions et quand cela sera possible. Mais pour vous, c'est sûr, il ne se trouve pas sur le territoire nigérien. Ah, cela est certain. L'autre grande actualité, malheureusement au Niger, ce sont les inondations.
déjà plus de 520 000 sinistrés depuis le mois de juillet. Quelle est la situation sur place dans votre pays? Oui, il s'agit là également d'un autre défi auquel nous sommes confrontés après la situation libyenne où nous avons enregistré de nombreux réfugiés, de nombreux retournés, des ressortissants du Niger, des centaines de milliers. Après les réfugiés en provenance du Mali, voilà qu'à l'intérieur, nous avons encore des populations victimes des inondations qui se retrouvent sans abri, qui se retrouvent sans leurs biens du fait de l'abondance des pluies. Alors c'est ça les réalités du Sahel. Tantôt c'est le manque de pluie, la sécheresse, tantôt c'est l'abondance des pluies et les inondations. Alors nous avons un programme qui est celui du président de la République, à travers les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui a plusieurs dimensions, et dans lequel nous nous engageons à faire en sorte que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine, et que de l'autre côté, l'abondance de l'eau ne soit plus synonyme des inondations, et donc des victimes d'inondations. C'est un programme ambitieux qui nous amène à chercher à mobiliser d'énormes moyens pour mettre nos populations désormais à l'abri de ces contingences. Alors, à l'heure actuelle, nous avons effectivement beaucoup de personnes sans abri qui logent dans des écoles, dans des classes, et bientôt la rentrée, dans quelques jours. Il s'agit pour nous de les loger, de les reloger, de les nourrir, de les soigner. C'est là notre défi présent. Nous avons des efforts du gouvernement propres qui ont été déployés. Nous avons heureusement une communauté internationale présente à Niamey, des partenaires au développement qui nous accompagnent, qui nous aident, des humanitaires, notamment ceux du système des Nations Unies. Mais est-ce suffisant pour la situation actuelle? Nous sommes malheureusement loin du compte. Nous sommes obligés de le dire parce que la catastrophe concerne l'ensemble du territoire. Toutes les 8 régions sont concernées. Nous avons, comme vous l'avez enregistré, environ 500 000 personnes dans cette situation. C'est vrai qu'il s'agit pour certains de les aider à reconstituer leurs biens, mais pour d'autres, il s'agit de reconstituer leur vie, puisqu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, et nous les avons sur les bras. Il s'agit de les reloger. Nous avons besoin de tentes, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de médicaments. C'est de cela qu'il s'agit, et tout de suite. Alors, nous sommes venus effectivement aux États-Unis et nous avons eu de très bons échos. Je pense que nous partons satisfaits dans le sens que les États-Unis vont nous accompagner au même titre que d'autres États, d'autres partenaires techniques et financiers qui sont à nos côtés. Alors, vous êtes ici à Washington, votre visite s'achève, vous avez rencontré les autorités américaines, mais également notamment Christine Lagarde au Fonds monétaire international. Quelle garantie avez-vous obtenue concernant la situation du Niger? Garantie, c'est la garantie d'une collaboration et d'une coopération saine et efficace, durable. Ce sont ces assurances que nous avons eues ici avec les autorités américaines qui sont disposées. Et je pense que les 2 chefs d'État l'ont déjà réaffirmé depuis leurs premiers entretiens. Il s'agit pour nous de poursuivre, d'aller dans le détail de la coopération entre les 2 États. Il y a des instruments qui sont déjà déployés pour la mise en œuvre de cette volonté politique au plus haut niveau qui existe. Et je pense que au niveau des institutions que vous avez soulignées, comme le FMI, la Banque mondiale, là également nos contacts ont été fructueux. Nous pensons que désormais l'appui à notre pays est un acquis. Nous avons eu des entretiens très fructueux, très intéressants, dans le sens de
que ces deux institutions vont s'investir pleinement dans l'aide à notre pays. Y a-t-il déjà quelque chose de concret que vous pourriez annoncer aux Nigériens? Quelque chose de concret. Il y est déjà, puisqu'avec le FMI, nous avons un programme que nous avons signé en mars dernier. Avec la Banque mondiale, elle est déjà engagée dans de nombreux projets, et en particulier le projet phare que nous avons qui s'appelle le projet Kandaji, qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit simplement de réaffirmer, de renforcer cette coopération heureuse qui existe avec ces institutions. Il y a eu un espoir immense suscité par l'élection du président de la République, Mahamadou Issoufou, lors de son arrivée au pouvoir à Niamey. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une partie, en tout cas, des promesses ont été réalisées? Absolument. C'est vrai que nous sommes engagés dans un programme appelé la Renaissance du Niger. C'est sur la base de ce programme que le président Issoufou a été élu. Et des résultats tangibles ont été enregistrés au cours de l'année, de la première année. Le bilan a été dressé. L'ensemble des Nigériens l'ont jugé positif. C'est vrai aussi que nous n'avons pas eu la tâche facile avec toute cette série d'événements qui se sont succédés et qui sont indépendants de notre volonté, à savoir les crises politiques en Libye et ses conséquences, la crise malienne et ses conséquences, les crises alimentaires, notamment à l'issue de la campagne agricole 2011-2012, où nous avons enregistré un déficit de 700 000 tonnes qu'il fallait nécessairement mobiliser tout au long de l'année pour éviter la catastrophe à nos populations. Nous l'avons fait avec suffisamment d'efficacité. Nous avons maintenant d'autres défis liés à l'excès d'eau. Ça aussi, ça nous tire par le bas, mais nous allons résister. Nous sommes déjà engagés dans des programmes de résilience, dans un programme également qui puisse prendre en compte cette pluviométrie abondante pour renforcer nos cultures d'irrigation, pour suppléer au manque qui sera enregistré au cours de cette campagne, parce que de nombreux champs de riz, des champs dunaires ont été ensevelis, ont été emportés par les eaux. Donc il s'agit là également de répondre à ces défis, tout en poursuivant les objectifs combien importants que nous nous sommes donnés à travers le programme du président, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, l'accès à l'eau, toute priorité dans un secteur comme dans l'autre que nous avons mis en avant afin de permettre à nos populations de vivre mieux dans cet espace hostile qu'est le Sahel. Et en matière de transparence, de gestion des fonds publics, là encore, avez-vous le sentiment d'être sur le bon chemin? Absolument. Nous avons mis en place un certain nombre d'instruments qui nous permettent d'assainir, de contribuer à l'assainissement de la gestion des deniers publics, à lutter contre la corruption et d'une manière générale à mettre l'administration au service de la nation et non pas une administration qui se sert. Il s'agit d'une administration qui doit désormais servir la nation. Toutes ces actions doivent concourir au changement qui est mis en avant dans le programme du président. Un changement de comportement, un changement de mentalité pour réaliser cette renaissance du Niger. Je pense que après un an et demi à la tête de l'État, le président de la République a tiré déjà les conclusions de ce qu'il est. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, même si les contraintes naturelles nous obligent à faire des efforts supplémentaires dans le cadre de ce programme-là. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.